Bonjour, dans cette vidéo, nous verrons comment exprimer l'équilibre de deux personnes qui se livrent à un exercice de tir à la corde. Nous verrons comment le poids des personnes intervient, comment on détermine l'effort dans le câble, et puis quel est l'effet du sol sur les personnes qui se livrent à un exercice de tir à la corde. Un exercice très simple, c'est un exercice de tir à la corde où les deux personnes sont exactement identiques. Dans ce cas-là, on a une personne à gauche avec un poids de 800 newtons, une personne à droite avec un poids de 800 newtons, et puis nous allons avoir un effort dans la corde et un effort sous les pieds de la personne que l'on pourra révéler au moyen d'un sous-système. En fait, on veut s'intéresser à trois sous-systèmes. Le sous-système du bonhomme de gauche, en coupant juste sous ses pieds et en coupant la corde. Le sous-système du bonhomme de droite, qui est exactement le même. Et puis finalement, un petit sous-système avec un tronçon de câble au milieu, dont vous verrez qu'il nous est quand même utile. Donc tout d'abord, nous avons le poids, les 800 newtons de chacune de ces deux personnes. Nous avons l'effet de la corde sur le bonhomme de gauche, sur le tronçon intermédiaire, et sur le bonhomme de droite. Alors, a priori, on va dire qu'il y a une traction T1 et une traction T2, mais comme, si on regarde l'équilibre du sous-système au milieu, on verra qu'il y a, agissant sur ce sous-système, seulement deux forces, la force T1 qui tire vers la gauche, la force T2 qui tire vers la droite, et donc nécessairement T1 doit être égal à T2, et donc est égal à T que l'on utilisera pour la suite. Donc on avait quand même besoin de ce sous-système. Si l'on prolonge la ligne d'action de la force T à gauche et à droite, elle coupera la ligne d'action de la force du poids. Et pour que l'on ait l'équilibre, il sera nécessaire que la force sous les pieds soit concurrente avec ces deux autres forces, donc que ces trois forces soient concurrentes, et on obtient donc que la force sous les pieds de la personne à gauche, S1, passe par ce point, et de même la force sous les pieds de la personne de droite. S2. Dessinons les forces en présence pour le sous-système de gauche dans le diagramme de Cremona. Donc ici, on a le poids de 800 newtons. On va avoir la force T qui agit sur l'axe horizontal, on n'est pas tout à fait sûr jusqu'où. Et puis, on connaît d'autre part la direction de la force S. Je fais la translation un peu rapidement, excusez-moi. Donc, on obtient la force S1 et la force T qui exprime l'équilibre du sous-système de droite. Donc cette personne est en équilibre, et puis on peut lire graphiquement la valeur de l'effort dans le câble qui vaut T. Intéressons-nous maintenant à l'équilibre de la personne de droite, et pour ce faire, on va réutiliser le tronçon T qu'on a déjà dessiné, comme ça on ne va pas introduire d'erreur. Donc on va introduire la nouvelle force de 800 newtons.
On va réutiliser le tronçon T dans l'autre sens et on va finir par fermer le polygone des forces exprimant l'équilibre de la personne de droite par la force sous les pieds S2. Cette construction dans laquelle on combine deux polygones des forces ensemble avec une ou plusieurs forces en commun s'appelle un diagramme de Cremona. Ce diagramme de Cremona sera une construction que l'on utilisera très souvent par la suite. Donc, il est important de bien comprendre comment on le construit et de bien voir la signification des diverses composantes de ce diagramme. Regardons maintenant un tir à la corde un petit peu plus réaliste entre deux personnes. La personne de 800 newtons que l'on connaît bien et une autre personne visiblement plus légère. Il est assez clair que la personne plus légère ne pouvait pas rester en équilibre lorsque la personne plus lourde, à gauche, a commencé à s'incliner. Mais essayons de voir pourquoi dans un diagramme de Cremona. On a ici à gauche une personne de 800 newtons. Et à droite, une personne de poids indéterminé. Mais clairement plus légère. On dessine la ligne d'action de ces deux forces, puisqu'on en aura besoin après. Et puis, on dessine la ligne d'action de l'effort dans le câble. Cette construction nous permettant d'obtenir la direction de l'effort sous les pieds. On voit que cette personne-là, dans ce cas-là, ne s'appuyait pas vraiment sur les talons ou la pointe des pieds. Donc ici, on a S1. Et puis, on constate que la deuxième personne est plus inclinée avec un effort S2 sous ses pieds. Passons au diagramme de Cremona. Avec la force de 800 newtons, la direction de l'effort T, de traction dans le câble, et on rapporte l'inclinaison de la personne. Ça nous donne la résolution complète de l'équilibre de la personne de gauche, donc avec l'effort T dans le câble et l'effort S1 sous les pieds. Regardons ce qu'il en est pour la personne de droite. En utilisant la construction du diagramme de Cremona, on connaît déjà l'effort T et on obtient directement l'effort S2 sous les pieds de la personne, et puis on en déduit quel doit être le poids de cette personne. On n'a pas besoin de le connaître, mais on pourrait le déterminer graphiquement. Ce que l'on constate, ce que l'on constate, c'est que l'inclinaison de la personne à gauche, A1, est plus faible que l'inclinaison A2. Ça se voit beaucoup plus clairement encore. Ici, on a alpha 1, ici, alpha 2. Juste à ce moment-là, on a encore l'équilibre, mais vous avez vu dans la vidéo que juste après, la personne de droite perd l'équilibre, alors que la personne de gauche s'incline encore un petit peu. Pourquoi est-ce que c'est possible? Bien, parce que justement, si on supposait que les deux personnes ont la même capacité de frottement, alors la personne de gauche peut encore augmenter son inclinaison sans glisser. En fait, si l'on regarde de plus près les pieds, on s'aperçoit que la personne de gauche avait des chaussures très favorables. Donc, très vraisemblablement, le alpha max de 1 est plus grand que le alpha max de 2. Donc, la personne de gauche aurait pu s'incliner plus que la personne de droite et aurait gagné. Mais d'autre part, si on revient sur le diagramme précédent, ce qu'on voit, c'est que la personne de droite, parce qu'elle est plus légère,
doit de toute façon en permanence s'incliner plus que la personne de gauche pour compenser l'effort de traction T. J'aurais dû mettre la deuxième flèche sur T pour que le diagramme de Cremona soit complet. Donc dans ces conditions, la personne de droite n'a simplement aucune chance. Même si, en fait, les deux coefficients de frottement avaient été égaux, elle n'aurait eu aucune chance. La seule configuration où la personne de droite aurait eu une chance, c'est si la personne la plus lourde avait, par exemple, mis des patins à roulettes. À ce moment-là, la personne de droite avait une chance de gagner ça. On peut se poser la question, quand on voit ça, de savoir si le tir à la corde est vraiment un sport, puisqu'en fait, ce qui compte, c'est un coefficient de frottement. On peut imaginer que tous les participants auront des bonnes chaussures et un bon coefficient de frottement. Et d'autre part, c'est le poids des personnes. Alors évidemment, l'équipe la plus lourde va gagner. En conclusion, nous avons vu dans cette vidéo sur le tir à la corde comment isoler les sous-systèmes qui nous permettent de déterminer l'équilibre individuel de chaque personne. Nous avons pu construire le polygone des forces exprimant l'équilibre de chaque personne. Et en combinant ces deux polygones ensemble, nous avons créé une nouvelle construction qui s'appelle le diagramme de Cremona, qui sera très utilisé dans la suite de ce cours. Nous avons aussi vu l'influence prépondérante du poids et du coefficient de frottement dans les épreuves de tir à la corde.